Bonjour, l'instant Lovecraft, le 13, journée d'hiver, break de fin de trimestre. Ça fait du bien de se reposer un petit peu, retrouver les livres. Et celui que j'ai ressorti, c'était celui-ci. Euh, Maurice Lévy, 10-18, et le titre, juste le mot, Lovecraft. Et 10-18, pour les gens de ma génération, c'est ce qui nous arrivait au lycée et qui signifiait fissure, interstice, échappée. William Burroughs, Nietzsche aussi, mais étant. Mais on lisait pas les 10-18 comme les autres livres, rien que cette espèce de petit format vertical. Et même si j'en ai pas de souvenir direct, je crois bien que pour moi, le mot Lovecraft, le nom Lovecraft, comme ça, si je l'associe comme ça à la terminale au lycée, c'est par ce truc orange qui m'est venu, et puis même sans avoir lu les textes peut-être, l'idée que dedans ce nom il y avait mystère. Et ce bouquin date de 1972. Curieusement, il a aussi un drôle de destin. C'est Esti Yoshi, vous savez, notre grand Yoshi qui a tant fait pour rééditer, étudier, trouver aussi la vie de Lovecraft et sa monumentale bio en 2 tomes, toute la si je suis Providence et dans quel sens. Yeah, on y arrive. Même sa première tâche Lovecraftienne, c'est aux USA d'avoir traduit ce que les critiques littéraires français y trouvaient, comment en France on s'appropriait Lovecraft. Et donc le point de départ un petit peu des études Lovecraftiennes aux USA, le rebond, la reprise, même si on est loin d'avoir abouti le chantier, ça s'est aussi passé par ce livre. Je vais juste peut-être en... Alors, ce qui est bizarre, c'est que ce bouquin, je n'ai même pas vérifié si on pouvait aujourd'hui se le commander auprès de 10-18. Je sais que ça doit remonter à maintenant 4-5 ans largement que je l'ai acheté, on ne le trouvait pas. Et donc, c'était sur l'occasion. Il y a toujours ce truc, ça pourrait vous faire éternuer le vieux papier comme ça. Il a été renforcé à l'intérieur avec du scotch, et tout simplement parce que je me suis aperçu, ici, il y a une cote 823.9 Love, L-O-V, c'est beau. 104.0, ça veut dire que c'est un bouquin de bibliothèque. Alors, c'est que les bibliothèques, c'est pas forcément du piquet, etc. Hein. Les bibliothèques enlèvent les bouquins qui sont pas lus et tout ça. Et si vous regardez à la fin, à retourner, il y a une belle étiquette collée. Ce livre n'a jamais été emprunté dans la bibliothèque qui en était le propriétaire. En tout cas, dans ces désherbages où... Voilà comment vous achetez d'occasion des livres qui, a priori, participent de la lecture publique, avec les marques dedans. Tous les livres de bibliothèque sont un peu habités. Par exemple, il y a tout un passage, moi j'ai horreur des gribouillages dans les livres, ça a été surligné au crayon, comme ça. Alors, ce qui est bizarre, c'est que la personne qui a lu ce truc, apparemment, il n'y a aucun gribouillage, aucun ajout, sauf ce chapitre où il y a tous des noms comme ça, des espèces de cosmogonies Lovecraftiennes secrètes. Et c'est souligné, les passages en double, comme ça, où pourtant c'est écrit en majuscule, et souligne aussi Umatavil, Satogwa, Gatanotoa, Astur, Shubnigorat, Manayotsushai. Et Toulouse, évidemment. Dagon, évidemment. Nyarlathotep, évidemment. Yog-Sothoth, évidemment. Yog-Sothoth, pardon. Azathoth. Et voilà, donc le grand geste d'appropriation de ce lecteur qui a été de souligner. Peut-être c'est lui d'ailleurs qui n'a jamais rendu le livre, puis qu'après s'en est débarrassé. Moi, je vais vous lire autre chose. Le deuxième chapitre de Maurice Lévy, celui qui fut d'ailleurs, toujours ces variations sur ce titre intraduisible, The Outsider. Bon, moi j'ai gardé le sens... le plus immédiat, l'étranger. Ouais, il ne faut pas le laisser à Camus.
The Outsider, hein, mais en même temps, c'est l'étranger qui rentre, c'est pas l'étranger indifférent, c'est celui qui vient ici comme étranger. Donc ce truc, ces versions, ce je suis d'ailleurs, je trouve un peu nul, mais bon, c'est l'âge de ces traductions qui sont bonnes à refaire, parce qu'ils ont 50 ans. Et Maurice Lévy propose celui qui fut d'ailleurs. C'est une belle proposition aussi. Je pense qu'avec la langue française, on ne peut pas échapper The Haunter of the Dark, qu'on va sortir au seuil au mois de mars. J'ai traduit celui qui hante la nuit. Mais c'est pas ce chapitre-là. Mon préféré, c'était le deuxième, qui s'appelle Demeures et paysages. Que la maison, que le paysage même puissent devenir des tenseurs du fantastique. Le bestiaire de l'horreur, l'abomination profonde. Tenez, regardez comment ça marche, Maurice Lévy. Écoutez cette langue. Par exemple, cette antique masure délabrée que Pickman a louée dans le vieux Boston, où les maisons semblent n'avoir pas été construites de main d'homme, mais être sorties de terre comme des plantes suspectes, est l'un des sites privilégiés où affleure l'abomination secrète du sous-sol, par un réseau compliqué de labyrinthes souterrains et de voies mystérieuses qui aboutissent à la cave de cette demeure abandonnée depuis des siècles, débouche sur le monde tout ce que les ténèbres inférieures comptent de plus horrible, de plus invraisemblable et de plus répugnant, des formes vaguement bipèdes à la physionomie canine qui ont fait au cimetière voisin d'amples provisions de bouche avant de se lancer dans leurs interminables pérégrinations souterraines, et que le peintre photographie pour les représenter par la suite à tête reposée sur ses toiles. Ainsi la respectable Boston, avec ses rues pittoresques et ses demeures centenaires, est-elle construite sur une taupinière géante dont les sinueuses galeries sont perpétuellement animées d'une vie grouillante et infâme. Les demeures de Lovecraft sont des véhicules du rêve, les irremplaçables auxiliaires de l'imaginaire qui permettent à l'auteur d'enraciner son art dans une tradition séculaire géographiquement individualisée. En descendant à la cave, le héros s'enfonce dans un passé national, on parle de la maison maudite, et retrouve, sur le bas de l'escalier en spirale qui structure verticalement tout édifice, le folklore des commencements. Infailliblement, les degrés toujours descendants conduisent le rêveur au mythe. Comme Poe, celui qui datait ses lettres du sépulcre habituel, aimait à hanter les vieux cimetières. Sa nostalgie du passé, son goût pour les vestiges moussus d'autres temps, et aussi, il faut bien le dire, la veine morbide de son tempérament, le poussait souvent à aller s'asseoir sur une tombe aux inscriptions effacées pour y rêver. Les cimetières appartiennent tout entiers au temps révolu. Les visiter, c'est quitter l'intolérable réalité et fuir vers d'immatériels horizons où la vie est plus vraie, plus pleine, parce que tout y est déjà accompli. En un mot, c'est jouer à mourir. On retrouve dans un grand nombre de contes ces vieux cimetières de Providence, de Boston, de Marblehead, mais ils n'ont plus l'aspect diurne que Lovecraft leur donnait dans ses lettres. Métamorphosés par le processus de composition onirique, ils deviennent soudain des lieux où l'horreur latente qu'ils inspirent est réactivée. De jour, au niveau de la vie claire, une tombe n'est qu'un signe en relief sur la surface lisse du présent. Dans la nuit du rêve, le signe s'inverse. Et le tumulus devient trou, fosse, réceptacle où s'opèrent d'immondes osmoses, des transformations répugnantes. Du vestige mélancolique qu'elle était, la tombe redevient lieu fonctionnel. Les caveaux se creusent alors de façon alarmante, atteignent à d'incroyables profondeurs et s'étirent vers le bas sous la forme de boyaux souterrains qui s'enfoncent simultanément dans la terre et dans le passé. Alors, par ces conduits imaginaires, peuvent remonter des couches les plus archaïques du sous-sol et du temps, l'abominable, l'innommable. Les cimetières sont, dans l'œuvre de Lovecraft, des lieux privilégiés où affleure l'épouvante. Les sépultures sont autant d'orifices béants sur l'en-dessous, qui est une manière d'au-delà. On n'oublie jamais plus, quand on a lu le témoignage de Randolph Carter, l'histoire de cette expédition insensée organisée par Warren dans les profondeurs d'un caveau particulièrement redoutable.
Descendu au fond du gouffre, il reste en liaison téléphonique avec la surface, jusqu'au moment où la voix qu'entend Carter dans l'écouteur n'est plus celle de son ami. Maurice Lévy, Lovecraft, 10-18, 1972, ce type avait tout compris. Et vous voyez là, comme par exemple ce coup du cimetière de tombes qu'on descend, l'important c'est ce lien téléphonique et cette irruption technique tout à fait contemporaine, même si on s'en va comme ça dans l'abîme des temps, cette intervention, cette irruption de la technologie moderne, contemporaine au présent dans le récit, alors que le téléphone est en pleine invention à l'époque, en 1925, c'est la première fois où on arrive à transmettre simultanément deux images depuis New York vers San Francisco et vers Chicago par le biais de fils téléphoniques. Donc c'est mentalement des sauts considérables. Et fil du téléphone, voix, et tout d'un coup, le mystère, le fantastique est là. Et quelque part, en quoi écrire sur Lovecraft devient en soi aussi une production fantastique. Ce type nous a appris à aimer Lovecraft, on lui rend hommage. Merci les gens. N'oubliez pas qu'il y a des livres et que ça fait du bien par les temps qui courent que ça circule un petit peu. Ciao.